Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo depuis le Festival de Cannes. Aujourd'hui, on a pu voir Nouvelle Vague de Richard Linklater, qui était, on va être honnête, l'un des films les plus attendus aussi de la compétition, par le simple fait qu'il ambitionne, que c'est pas rien, voilà, de filmer le tournage d'À bout de souffle par Jean-Luc Godard, donc en 1959, qui, voilà, est évidemment l'un des films les plus importants de la Nouvelle Vague, c'est le titre du film, et du cinéma, du l'histoire du cinéma aussi, en général, on peut le dire. Donc le projet du film est assez simple, c'est d'essayer de reprendre, on va dire, un petit peu aussi la patine visuelle de l'époque, en 4 tiers, en noir et blanc, et de trouver des acteurs qui sont quand même très ressemblants. C'est carrément des sosies presque de toute tout ce petit groupe là. Donc à la fois le tournage, donc les Belmondo, voilà, tous les acteurs et actrices du film, et aussi tout l'environnement, on va dire critique, hein, cinématographique, les cahiers du cinéma, la bande, Truffaut, Godard, Chabrol et compagnie. Donc c'est réalisé par Richard Linklater, qui a l'habitude de faire des films de bande ou des films de jeunesse, on va dire ça comme ça. Josué, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Alors c'est compliqué parce que c'était un film que certains d'entre nous attendaient, que d'autres aussi redoutaient, parce que, on va pas se mentir, c'est quand même un drôle de projet, et moi je dois dire que je pense que c'est un pari un peu ingagnable, que le film d'ailleurs ne gagne pas, mais qui s'en sort pas si mal par rapport au côté vraiment incongru de ce qu'il essaye de faire, puisqu'au fond, s'attend à la fois d'être un faux pastiche sur Godard, mais moi je pense que justement, tu l'as bien dit dans ton résumé, Linklater revendique de faire un peu un film à la Godard, alors qu'à mon avis, il reproduit la patine de l'époque, mais il ne s'aventure pas sur ce terrain très glissant qui serait par exemple de faire des jump cuts godardiens ou des effets godardiens vraiment très marqués, et donc d'essayer de pasticher une esthétique très prononcée et très identifiable dans un truc qui serait un petit peu justement la frénésie postmoderne de Michel Hazanavicius, hein, puisqu'évidemment on est obligé de Il a fait penser le au redoutable. Redoutable, Voilà. qui était aussi en compétition à Cannes il y a quelques Qui était années. plutôt centré sur la période donc la chinoise, mai 68. Oui, alors Voilà. mais ça c'est intéressant parce que pour moi en fait, je trouve le film plus réussi que le Hazanavicius sur un plan très précis qui est celui de la reconstitution, de la vraisemblance sur le mimétisme, et notamment l'acteur qui joue Godard, j'ai oublié son nom mais je crois que c'est un de ses premiers rôles, s'en sort plutôt bien. Mais au fond c'est intéressant parce que les deux films, il y en a un qui est dans un rapport d'amour-haine vis-à-vis de Godard, un peu comme le pasteur de La Nuit du Chasseur, qui est Hazanavicius, puisqu'au fond on voit bien que Godard ça l'intéresse mais qu'il considère que c'est mort à partir du moment où Godard se politise, ce qui est quand même une vision de Godard qui est un peu discutable. Et mais en même temps, Linklater, il repart aussi de ce que serait cette période entre guillemets pop. C'est-à-dire, moi, je suis frappé de voir qu'il y a plein de gens qui expliquent qu'ils ont aimé Godard, mais qu'ils aiment plus, et que quand on voit les films des années 60, c'est plein de légèreté, c'est plein de joie, les acteurs s'amusent, etc. Et que ce serait quelque chose qui aurait disparu pour laisser place à l'espèce de voix caverneuse, Pity, qui nous parle de la mort du cinéma, de la fin de l'histoire, etc. etc. Et c'est vrai que je pense que quand même Linklater s'inscrit dans un horizon un peu pop, qui est la limite profonde à mon avis du film, qui est, tu l'as dit, film de jeunesse. Ce qu'il essaie de nous montrer, c'est que le chaos de Godard et la liberté des nouvelles vagues, ça produit des bonnes ambiances de tournage, et il y a une espèce de truculence à montrer comment telle ou telle scène a été filmée. Parce qu'il reprend vraiment jour par jour le tournage du film. Hein. Oui, c'est vraiment un peu très laborieux méthodique, voilà. comme marche scénaristique d'ailleurs, mais voilà. Alors avec un jeu quand même, puisque les journées font des tailles différentes, puisque Godard peut décider après une scène ou deux, voire même aucune, qu'il n'a pas d'inspiration et donc on tournera plus tard. On a l'impression que c'est un peu Hong Chou. Il y a quelque chose Il qui écrit le matin, c'est ça. il écrit le Voilà. matin, les acteurs savent pas quoi dire, il leur donne des dialogues sur le moment. Donc ça, il y a une espèce de truculence comme ça de leur reconstitution, mais qui est filmée quand même de manière, à mon avis, plus proche des photos de plateau. Et d'ailleurs, le film est extrêmement bien documenté. Enfin, je suis étonné du degré de connaissance de Linklater, précis, de hein. cette période, sur la signification, etc. Enfin, vraiment, il a bien bossé, ça c'est indéniable. Et il connaît son sujet. Et je ne lui connaissais pas, en tout cas, ce tropisme aussi prononcé pour la cinéphilie française des années 50-60, pour les cahiers du cinéma, etc. Et puis, l'autre problème, c'est que ce côté bonne ambiance, d'une certaine manière, ça participe à rendre Godard beaucoup plus sympathique qu'il n'est. Alors que Godard, on adore Godard, mais Godard est une peau de vache. Godard est misogyne, Godard est un drôle de bonhomme. Et là, quelque part, il est présenté. Un personnage ambivalent, quoi. Tout à fait. Voilà, Et le film gomme cette ambivalence, il gomme un peu de sa folie, il gomme aussi un peu, hein. même à mon avis, parce que c'est un personnage qui est drôle, un peu cabotin d'ailleurs, mais Godard était, encore, à mon avis, encore plus drôle, mais un humour beaucoup plus grinçant, même à la limite parfois un peu noir. Et quelque part, le film va lisser et n'est pas si éloigné, en fin de compte, de la vision d'Azanavicius, qui est en fait une vision un peu rêvée, pop, de ce que serait la nouvelle vague, et en gros, qui ne correspond pas vraiment aussi à ce moment de la modernité. C'est-à-dire qu'on a juste l'impression des jeunes qui font un peu n'importe quoi et qui s'amusent beaucoup. Et évidemment, bon, c'est une vision presque truffaldienne de Godard,
Godard, c'est peut-être tout à fait une Oui, c'est vrai. transition. Oui, bah, en fait, je te rejoins tout à fait. Moi, c'est vraiment, alors je tenais à le dire quand même, de base, c'est vraiment pas ce Godard-là qui me passionne le plus. Hein, on est vraiment, enfin, je pense que On aime bien un bout de a- souffle, mais voilà, on on a préfère sur le des, cinéma. Quoi. exactement, Voilà. c'est ce que je voulais dire. J'ai rien Ouais. contre à bout de souffle, évidemment, mais quand même, voilà, je trouve que voilà, avoir fait ce choix-là, ça raconte déjà une première chose. C'est cette partie-là de Godard qui a déjà été muséographiée 1000 fois, qui a été institutionnalisée par plein Ensuite, de documentaires sur la Tu question. reconnaîtras qu'ils n'allaient pas faire un biopic sur Dick Gazzartov, ça aurait été Ça me bizarre. paraît Quoi. plus compliqué, ça aurait été aussi, tout aussi drôle peut-être, voire plus. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà un parti pris assez frappant. Moi, il y a un truc tu parlais des jump cuts, par exemple. Voilà, on reprend un petit peu l'apparence et la surface quelque part de ce que serait tourner un film à la Godard en 59. En vérité, ce qui l'ellipse beaucoup, et d'ailleurs finalement, ce qui l'intéresse, c'est que le tournage. C'est-à-dire qu'il y a un truc très symptomatique dans le film, c'est qu'à un moment, il faut monter le film. Et il y a une conversation qui est intéressante. Hein, voilà, non, on va au contraire, on va pas primer la continuité, on va au contraire faire du discontinu, de la fragmentation, enfin tout ce qui caractérise la Et on va modernité. réinventer le rythme aussi. Voilà, Ouais. et tout ce qui va caractériser la modernité formellement. Et ce qui est bizarre, c'est que, enfin, ce qui est bizarre, non, ce qui est pas étonnant au regard de ce que le film fait, c'est que Linklater va ellipser complètement le montage. Le film est fini et c'est la fin du film en fait quelque part. Donc il y a déjà voilà une sorte de symptôme là-dedans qui tient à mon avis à ce problème assez évident, qui serait de dire que en fait ce qui guide la forme de Linklater, parce que ça on en parle finalement moins, on parle beaucoup de quel est le regard qu'il pose sur Godard, mais lui comment il se positionne aussi en tant que cinéaste, je veux dire par rapport à ses autres œuvres. À mon avis, moi j'ai l'impression d'avoir vu quand même une espèce d'album photo. Tu vois. Une espèce d'album photo du tournage de Godard, reconstitué avec soin, je suis d'accord. Mais tu vois, juste le générique de fin, pareil, il illustre ça de manière très nette. Quoi. On a une série de photographies du tournage cette fois, donc de Nouvelle Vague, qui racontent le tournage d'À bout de souffle. Voilà, donc Il y a les deux. En fait, il y a des photos qui semblent reproduire des scènes qu'on vient de voir, donc de Nouvelle Vague, et puis on voit Linklater qui s'incruste quelque part dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'il y a une fusion du tournage de Nouvelle Vague et du tournage d'À bout de souffle. Il y a un truc un peu méta comme ça qui est intéressant. Ensuite, je reviens sur ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais si on veut être complètement honnête, et j'en reviens un peu à mon introduction, imaginons que Linklater ait fait un film qui reprend des tics modernistes. Est-ce que ça serait réussi ? Bah non. Pas forcément. Est-ce que c'est pas mon problème, c'est le sien. Ouais, mais justement, est-ce que le film, c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est-à-dire que à la fois je trouve qu'il y a des choses un peu charmantes, parce que le film fait quand même des blagues sur Rossellini et sur les cahiers du cinéma, donc forcément, je veux dire, des blagues de niche. Hein, mais oui, mais c'est notre niche, tu oui, vois. Évidemment. Ça s'adresse à nous, donc quelque part, je suis pas complètement dans un monde. Il y a un effet miroir assez troublant à certains moments, je suis d'accord aussi. Oui, tout le monde est à Cannes, etc. Enfin, il y a un truc de tendresse parce que le film se prend très au sérieux, quand même quelque chose qui concerne un petit millier de personnes en France, ou peut-être un peu plus, mais pas beaucoup en tout cas, qui est vraiment une niche de la niche, c'est-à-dire des fous furieux de critiques, de cinéphilie et de cahiers du cinéma. Mais il y a quand même. Qui savent qui est Pierre Rissian, par exemple. Oui, voilà, Pierre important Rissian, du film. qui est une figure importante de la cinéphilie, qui connaissent le cinéma MacMahon, des choses comme ça. Enfin voilà. Donc moi, j'ai pas trop envie de taper sur le film. Ensuite, c'est vrai que c'est un peu comme Le Redoutable, mais peut-être encore plus prononcé là-dessus. C'est la question, mais à qui ça s'adresse ? Moi, d'ailleurs, je vois pas comment le film peut marcher. C'est un film quand même d'une extrême bizarrerie, qui est peut-être fait pour le public cannois avant tout, un public d'initiés qui peut-être international d'ailleurs. Enfin, c'est aussi une vision américaine quelque part aussi. Moi, je trouve de la nouvelle vague, en tout cas de la manière dont peut-être de l'autre côté de l'Atlantique on la regarde, c'est-à-dire quelque chose d'un peu pittoresque aussi. Voilà, les petits bistrots de Montparnasse, les cinéastes toujours clope au bec. Enfin, voilà, on a quand même tout cet imaginaire-là. D'ailleurs, on sent une certaine gourmandise de Linklater, et ça, c'est caractéristique de son cinéma. Et je voulais aborder un point justement là-dessus. J'ai entendu qu'on puisse défendre aussi le film sous l'angle de c'est un film de Linklater sur la jeunesse et sur une bande. Une sorte de buddy movie, voilà, un petit peu comme il aurait fait avec Everybody Wants Some, qui est par ailleurs un beau film, oui. Comme il en a fait d'autres d'ailleurs aussi dans sa filmographie, qui est quand même assez ample et très inégale, très hétérogène. En tout cas, il y a quand même cette filiation-là qui revient de film en film. Là, a priori, ce film-ci s'incrurait là-dedans, mais moi je trouve vraiment, et je pense que tu es d'accord avec moi, c'est vraiment que ce projet-là de filmer à bout de souffle du point de vue d'un photographe de plateau, qui est d'ailleurs un peu omniprésent dans le film, il revient à plusieurs reprises en train de prendre des photos, contrevient aussi à l'attachement qu'on puisse avoir au personnage, à la gourmandise des dialogues, parce que finalement, on n'a pas précisé, mais toutes les répliques quasiment sont des espèces de citations presque un peu déformées de ce qu'aurait pu dire Godard tout au long de sa vie, et donc les dialogues quelque part visent pas du tout une forme d'authenticité en fait, ce sont des citations, on est dans l'iconographie, je veux dire même certains plans qui sont pas forcément des photographies de plateau évoquent d'autres films, évoquent des scènes du film, quand par exemple, quand il va à Cannes, voilà, il y a ce plan de voiture qui fait penser au début d'À bout de souffle. Oui, ou même à un moment il est en train d'écrire le scénario à la station de métro avec Truffaut, et c'est vrai qu'il est en train de marcher sur le banc
souvent un petit peu comme Karina dans Pierrot le Fou, qui dit je sais pas quoi faire, nanana, etc. Donc il y a une espèce de gourmandise fétichiste à cet endroit. Ce que tu dis sur le photographe de plateau, c'est vrai, mais c'est aussi quelque part le publiciste, c'est-à-dire celui qui va inventer un petit peu la légende noire, mais qui est en vérité une légende dorée de Godard, et tout l'envers un petit peu mythologique. Et puis ce serait aussi la figure de Pierre Rissian. Donc Pierre Rissian, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, qui a été un attaché de presse, qui a été un grand cinéphile, qui était un petit peu dans la bande du McMahon et qui a un petit peu accompagné, révélé certains cinéastes, et qui a été aussi donc l'assistant réalisateur de Godard sur À bout de souffle. Et c'est vrai qu'il y a deux plans dans le film en particulier. Le plan où Seberg invente le fameux mais c'est quoi dégueulasse qui ponctue À bout de souffle, et puis aussi le dernier plan qui a été filmé dans l'économie, dans la temporalité du tournage. C'est vrai qu'il y a un plan où là on voit Godard au premier plan et un peu en retrait, il y a Pierre Rissian qui regarde la scène avec un regard enamouré, et ce regard-là, c'est le regard de Linklater, c'est-à-dire il a la joie d'être là, d'être aux premières loges, de reconstruire comme si on y était. C'est un fantasme en fait d'étudiant de cinéma qui se dit ah, j'ai pu assister au tournage d'À bout de souffle, mais voilà, c'est à la fois assez charmant comme démarche et en même temps un peu vain, quoi. Oui, c'est attendrissant et complètement anecdotique dans sa facture, quoi, dans ce que ça raconte du cinéma de Godard et dans ce que ça essaie de faire aussi en tant que film à part, dire, si on l'extrait de tout ce contexte, même si quand même il s'en nourrirait. Moi je pense qu'on peut se rejoindre là-dessus au moins, voilà, pour dire que c'est un film qui nous a quand même déçus, même si on n'était pas forcément ceux qui attendaient, en tout cas nous deux. Presque déçus en bien, moi. Ouais, voilà. Bon, enfin, en tout cas, voilà, c'est pas, c'est peut-être une fausse bonne idée de base. En tout cas, voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Tout de suite, c'est la carte blanche et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Donc bonjour à tous. Pour la carte blanche du jour, je vais vous parler du dernier film de Christian Petzold, présenté à la quinzaine des cinéastes, Miroir numéro 3. Et on ne va pas se mentir, il s'inscrit vraiment dans la veine de ses précédents longs métrages, avec voilà, ce goût qu'il a de cultiver le fantastique, un personnage qui va perturber l'ordre des choses, le réel. Mais ici, je trouve que c'est fait justement avec peut-être un peu plus de finesse, puisque Laura, personnage interprété par son actrice fétiche Paula Beer, va être recueillie de manière un peu étrange par une femme dans la campagne après avoir subi un très violent accident de voiture. D'ailleurs, son petit ami ne va pas s'en sortir. Et c'est justement grâce à ce personnage que le film cultive une étrangeté malgré un scénario, voilà, des strates narratives un peu lourdes, puisqu'on on comprend en tout cas très rapidement que cette femme a perdu sa fille, qui s'est suicidée, et que Laura va un peu la remplacer. Mais depuis le début, c'est un personnage un peu spectral, et il y a une scène de repas en particulier qui est très intéressante. Justement, cette femme a invité donc son mari et son fils à dîner pour leur présenter Laura, mais eux ne sont pas au courant. Ils pensent qu'elle est retombée dans la folie en voyant ce couvert vide. Et c'est comme ça, par le hors-champ, par les bruits, par le son, que nous-mêmes, on peut avoir comme ça un petit doute en même temps que ce père et ce fils qui ne comprennent pas vraiment. Elle va sortir de la cuisine, cette Laura, mais on peut presque penser que c'est un fantôme, qu'elle a été inventée. D'ailleurs, les premières séquences du film sont très étranges. Dans la voiture, elle a des interactions, elle n'entend pas vraiment les autres personnes qui sont dans la voiture avec elle au début. Elle met beaucoup de temps à répondre à son petit ami. Elle a comme ça une figure très pâle, très blanche. Et bon, ces strates narratives vont s'empiler, et ce n'est pas ce que je préfère, en tout cas dans le film. Mais c'est vraiment cette manière dont l'actrice Paula Beer, donc Laura, va comme ça perturber un peu par le hors-champ, par ses interactions avec les personnages, un réel. Le mystère finalement est faussement cultivé, mais il y a comme ça cette étrangeté qui réside. Et d'ailleurs, comment ne pas penser à la Laura de Preminger, femme revenue d'entre les morts. Voilà, on sent que c'est un sujet que Petzold travaille peut-être parfois jusqu'à épuisement dans ses films, mais ici, voilà, il y a jusqu'à la fin des séquences qui émergent un peu de cette étrangeté aussi, avec des gros plans sur cette actrice on ne peut plus spectrale.